Yo les cuistots, bienvenue sur Food Kitchen, le média qui vous cuisine le football de l'entrée au dessert. Et aujourd'hui, à l'approche de la Coupe du Monde et avec ce format que vous avez pu déjà expérimenter avec Arthur et Edson qu'on salue, on revient avec une tire list, cette fois-ci avec le grand, l'expert, le prodige du football, le bon Polo. Polo, comment vas-tu? Ça fait toujours un plaisir. Nate, l'instant de parole, l'immense Nate. Merci pour l'invitation, c'est toujours très cool. À chaque fois en plus, tu choisis des sujets d'exception. Et Ouais. là, celui-là, il va être magnifique, comme tu l'as dit, en pleine actu avant la Coupe du Monde. Donc j'ai juste hâte de démarrer, c'est très cool. Exactement, exactement. Donc du coup, ben voilà, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, Tire List pour un peu, voilà, faire un petit classement des meilleures nations, les meilleures sélections, pour être plus précis, du 21e siècle. Alors, on est vraiment allé de l'année 2000 jusqu'à la dernière CAN ici qui a eu lieu. D'ailleurs, on ne sait pas encore qui est vraiment le vainqueur, mais chacun a son avis. Mais voilà, dans tous les cas, on a essayé d'être les plus globetrotters possible. Il y a de tout. Il y a peut-être juste du côté de la CONCACAF, les pays peut-être des îles qui manquent, mais en soi, je crois qu'elles font partie de la CONCACAF. Donc en soi, voilà, on a essayé de mettre à peu près tout le monde. Mais ouais, donc je vais partager l'écran. Ça va être l'écran, enfin le dispositif de toute l'émission. Je ne sais pas si tu vois l'écran. Nickel. Voilà, tu vois l'écran. Donc voilà, donc je donne la liste des sélections qu'on va du coup décortiquer et classer. Dans cette tire list, il y aura Sénégal 2026. Alors, le Sénégal 2026, c'est la CAN 2025-2026. Les Pays-Bas de 2010, la Coupe du Monde 2010. L'Allemagne de la Coupe du Monde 2014. L'Australie de la Coupe du Monde 2006. La Belgique de la Coupe du Monde 2018. La France de la Coupe du Monde 2018. La Côte d'Ivoire de la CAN 2015. On voit pas très bien, mais c'est 2015. L'Argentine de la Coupe du Monde 2022. L'Italie de la Coupe du Monde 2006. La Russie de l'Euro 2008. Le Chili de la Copa América 2016, le Japon de la Coupe d'Asie, et oui, 2011, la France de l'Euro 2000, l'Espagne de l'Euro 2012 et le Brésil de la Coupe du Monde 2002. Déjà, rien qu'un petit avis sur cette liste-là, Polo, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'il y a un pays ou une nation qui manque? Pas forcément une qui est pas censée être là, parce que ça, on verra justement qui ira dans On ronfle selon toi. Mais peut-être un pays qui manquait, que tu aurais peut-être voulu voir, ou est-ce que, en général, une opinion de cette liste-là? Non, très bonne liste, hyper éclectique, c'est bien. Il y a vraiment, comme tu l'as dit, un côté worldwide et plusieurs compétitions. Ce qui est bien, c'est que ça prend des Coupes du Monde, ça prend des Euros, ça prend également des CAN. Donc non, c'est très intéressant. C'est bien parce il y a, là, je vois déjà la place que tu as réservée pour chaque catégorie et le nombre justement de nations qu'on a. Et je sens qu'il y en a, ça va être compliqué. J'ai déjà des chouchous, on va dire, dans cette liste. Mais non, 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 c'est une très bonne liste. Et puis, je pense aussi que c'est très intéressant que tu aies choisi pour certaines nations, certaines saisons en particulier. Par exemple, au Sénégal, 21e siècle, tu aurais pu prendre 2002. Mais c'est très Hmm. pertinent d'avoir aussi pris, je pense, aussi 2026 ou 2002. Ça aurait été peut-être un peu trop dans l'émotionnel et peut-être un peu trop dans le symbole. Alors que voilà, là, on est en train quand même de parler de niveau, etc., affiché, en tout cas de ce dont on se souvient de ces équipes-là. Donc non, Hmm. c'est une très belle liste, c'est une très belle liste et ça va être compliqué de. Je suis d'accord. Ah, je suis d'accord qu'il y a il y a des pays dans On ronfle, franchement, je me dis, limite, c'est une insulte. Ouais, ouais, C'est, ouais, ouais, tu vois, donc, je me suis un peu cassé la tête et même dans Bof, honnêtement, pour rien cacher, j'ai même demandé l'opinion de ma propre liste. J'ai demandé l'opinion à Claude, à l'IA Claude. Honnêtement, on n'était pas d'accord sur tout. Ah, mais, mais on verra bien. En tout cas, si Polo valide, c'est que la liste, elle est plutôt intéressante. Et c'est qu'on peut démarrer. Encore une fois, désolé pour nos amis mexicains, canadiens, américains du Nord, je vais pas planter, mais il faut un peu marquer l'histoire à un moment donné. Donc c'est un peu compliqué. On va commencer du coup par le Sénégal. Le Sénégal, justement, dont tu parlais. Pourquoi? Parce que c'est justement le pays le plus récent qui a été sacré, du moins devant nos yeux sacrés le plus récemment. Et puis bien sûr, il y a le tapis vert, etc., etc. On va se concentrer du coup sur leurs prestations sur le terrain, la finale comprise. Où est-ce que toi,
tu aurais classé le Sénégal? Alors, on commence avec un morceau de choix, là. Sénégal 2026, bah écoute, pour l'instant, comme tu l'as dit, il y a le vainqueur de la CAN 2026 est un peu en suspens. On va attendre le rapport du TAS si jamais il y a un changement de décision. Mais d'abord, en tout cas sur le terrain, c'était le Sénégal. Et après, voilà, on sait tous que la CAF a décidé de sacrer le Maroc. Je trouve que ce Sénégal-là était très très fort. Donc écoute, c'est un morceau de choix déjà le Sénégal 2026. Ils ont acquis, en tout cas au niveau du jeu sportivement sur le terrain, ils ont gagné la CAN. Et je trouve que c'était un niveau de jeu solide affiché où quelque part c'était un peu une nation qui était attendue parce que ça fait comme quelques années que le Sénégal monte en puissance, qu'ils avaient déjà remporté la CAN il y a quelques années et que ils étaient sortis des poules notamment en Coupe du Monde et maintenant c'est un peu la nation africaine qu'on s'attend à voir sortir des poules et à potentiellement à arriver en quart ou peut-être même faire demi-carré en Coupe du Monde. Donc c'est une nation qui est hyper attendue. Et là, pour cette CAN, ils étaient hyper attendus, que ce soit déjà au niveau du jeu par rapport à l'effectif qu'ils ont, mais également sur la performance collective et le fait de potentiellement faire au moins finaliste. Et ils ont réussi à aller en finale et à gagner dans les circonstances qu'on connaît, en tout cas sur le terrain, dans un contexte où globalement, il y avait quand même, c'était compliqué de gagner cette finale contre l'adversaire qui hostait la compétition. Donc, c'était une nation qui était attendue, qui a eu quand même un niveau de jeu solide. Je ne la mettrais pas forcément dans un niveau extraordinaire. Je me souviens que les premiers matchs de poule du Sénégal, je crois, à cette CAN, étaient un petit peu laborieux. On était vraiment sur des 1-0 contre des nations qui n'étaient pas très fortes. Donc pour moi, ça passe. Ça passe. Ok. Ok. Ok, Voilà. ok, ça passe. Je Je sais pas. vois, je vois, je Je vois. sais pas Non, 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 je vois, je vois, je si vois. Je reprends ma liste juste pour être sûr, avant de ne pas dire de bêtises. Euh, mhm. Ok. Moi, c'est vrai que je rejoins effectivement cet avis parce que je trouve que le Sénégal a vraiment montré une solidité mentale. Dans quel sens? Dans le sens où ils avaient la pancarte de favori. Ça fait un moment que le Sénégal, quand ils sont dans une compétition, euh, je veux dire une compétition majeure, que ce soit dans le continent ou même en dehors, ils sont obligés de porter un poids assez lourd sur eux. Si c'est en Coupe du Monde, on attend que ce soit eux, la nation africaine qui aille un peu assez loin, etc., avec le Maroc. Et quand c'est dans le continent, on attend qu'une chose, c'est de gagner, quoi. Et en fait, cette compétition-là, la CAN 2025-2026, c'était pas une surprise qu'ils soient en finale, parce que justement, on les attendait à cette place-là et ils n'ont pas déçu. Ils n'ont vraiment pas déçu, ils ont fait tout le taf nécessaire. Donc, il y a juste un moment donné où, dans l'impression visuelle, tu vois, par exemple, le match contre le Mali, le match contre l'Égypte, alors, c'est des matchs, et même le Maroc, c'est des matchs compliqués, c'est des matchs un peu fermés aussi. Mais je t'avoue, ça m'a pas laissé une grande impression de football. Voilà. C'est du réalisme, c'est froid, c'est clinique. Voilà. Mais j'ai l'impression que ça m'a laissé un goût de trop peu. Et je t'avoue que j'étais vraiment hésitant à le mettre dans le tout haut de bof et ça passe en fait. Donc je me suis dit, bon, où est-ce que je le classe? J'hésitais entre ce pays et en vérité même le prochain, dont on va parler. Mais vraiment, j'hésitais parce que je me suis dit, purée, le Sénégal en soi, il y avait une attente, ils ont répondu cash. Et tu peux pas être bof quand tu as une attente de victoire et tu réponds, sur le terrain en tout cas, favorablement. Et donc du coup, en vrai de vrai, c'est vrai que j'étais plus chaud de le mettre dans bof, mais j'accepte si on me le met dans sa passe. Je peux l'entendre. Ça peut déjà être une première concession. Voilà, premier pays, première concession, première conviction de la part du bon polo, mais je peux l'entendre en tout cas dans sa passe. Ouais. Ok, ouais, je comprends ton point de vue. Effectivement, je pense que quand je dis ça passe, c'est pas tout en haut de ça passe. On est sur Ouais. voilà, on est en bas. C'est pour ça que c'est intéressant que tu aies pris Sénégal 2026 et pas Sénégal 2022, parce que par exemple, le Sénégal Mm. 2022 était beaucoup moins attendu
que celui qui a gagné Ouais. la CAN cette année. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi justement ce contexte à prendre en compte. Où je suis d'accord avec toi, le football n'a pas été, c'est pas du football champagne quoi. Mais voilà, Hmm. c'était une nation qui avait obligation de résultat et quand voilà, on le dit souvent parfois, l'enjeu l'emporte sur le jeu. Bon voilà, même la finale en soi, on n'est pas une grande finale d'un point de vue vraiment football, mais Hmm. voilà, ça reste une nation. Je pense que le mot qui résume ce Sénégal 2026, c'est solide. Voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Qui est en général une manière un peu gentille de dire chiant et C'est vrai en plus. Honnêtement, c'est vrai. Non, t'as raison, t'as raison. Donc à ce niveau-là, j'espère que ça peut apaiser le cœur de certains Sénégalais qui pensaient déjà qu'on allait mettre le Sénégal en borderline goat. Mais non. Du coup, on va rester quand même raisonnable. Donc ça passe. On va passer du coup aux Pays-Bas, l'Hollande 2010 justement. C'est avec eux que j'hésitais. Donc voilà, je te laisse la parole. Où est-ce que tu as mis les Pays-Bas? les Pays-Bas 2010, pour moi, c'est du borderline goat. Hein. Ah C'est ouais? Ah ouais, pour moi, c'est du gros football. C'est une nation qui, en fait, en 2010, fait partie des favoris après être sorti un petit peu contre toute attente. On en reviendra, je pense, là-dessus, mais à l'Euro 2008 contre la Russie en quart de finale. C'est une nation qui avait tarté la France et l'Italie, donc les deux finalistes de la Coupe du Monde précédente en poule de l'Euro. Ils sortent contre toute attente à l'Euro 2008. On les attend pour la Coupe du Monde 2010. Ils sortent un Brésil qui est un Brésil effectivement un petit peu vieillissant, mais Brésil quand même, quoi. Et ils arrivent à battre l'Uruguay en demi, dans un match assez ouvert. Et finalement, oui, ils tombent contre l'Espagne qui, à ce moment-là, va être la meilleure nation du monde pendant quelques années. Pour moi, les Pays-Bas représentaient un peu cette équipe très joueuse, très offensive, avec des joueurs de talent, avec une ligne offensive qui était peut-être, on va dire, plus forte que leur ligne défensive, ce qui justement leur a empêché de choper un titre international durant cette période. Mais non, non, ça reste du très haut niveau. Entre Snyder, entre Van Persie, entre Robben, enfin, cette ligne d'attaque, c'est. Je pense que t'es défenseur à la Coupe du Monde 2010, tu fais des cauchemars quoi, quand tu vois ce trio en face de toi. C'est Donc, sûr, c'est donc pour sûr. moi, c'était une équipe qui aurait pu prendre un gros trophée sur cette période, mais qui ne l'a pas fait parce qu'elle est tombée sur plus forte qu'elle, sur vraiment cette équipe d'Espagne qui était injouable durant cette période. Et si c'est une autre nation, alors c'est facile de dire ça, mais si c'est une autre nation en finale, je pense que les Pays-Bas gagnent, surtout qu'ils perdent vraiment que 1-0 en prenant un but d'Iniesta à 4 minutes de la fin des prolongations. C'est pas de la malchance, mais ça ressemble plutôt à des événements contraires que tu n'as pas réussi justement à faire aller dans ton sens. Mais voilà, pour moi, c'est du borderline goat. Pas tout en haut, mais en troisième position de borderline goat. Voilà. Eh, J'écoute l'avis de l'immense Nate maintenant. non, non, mais ça tombe bien parce que tu dises que c'est en troisième place du Borderline God parce que je n'arrive pas à les mettre au-delà de sa passe. Pourquoi? Parce que, alors, j'ai kiffé voir les Pays-Bas jouer. J'ai kiffé voir les Pays-Bas jouer. Et d'ailleurs, j'ai même kiffé mettre le nom des Pays-Bas dans la liste ici parce que j'ai vraiment kiffé. Franchement, je me disais effectivement que bah, il y avait un vrai niveau, etc. Maintenant, je n'irai pas à dire que, allez, j'ai pas vu jouer les Pays-Bas de Cruyff, j'ai pas vu jouer les autres Pays-Bas, enfin les autres qui ont révolutionné le jeu du football jusqu'aujourd'hui. Mais justement, je me dis, mais ces Pays-Bas a été fort. Ils ont éliminé le Brésil, pas un grand Brésil, mais ça reste le Brésil. Donc quand ils éliminent le Brésil, ça reste toujours remarquable. Je le dis parce que moi-même, en tant que Belge, on a éliminé les Brésiliens en 2018. C'était pas le plus grand des Brésils, même si c'était quand même assez sérieux. Mais voilà, c'est toujours prestigieux. Maintenant, après, euh, effectivement, je me dis, il y a ce côté révolutionnaire dans le jeu que je ne retrouve pas. Je ne me souviens pas de quel était le style de jeu. Alors, qui a pu révolutionner comme certains dont on va parler. Parce qu'effectivement, aussi, j'ai fait la liste en fonction des autres qui sont là. Mais c'est pour ça que pour moi, je les mettais à la limite en ça passe. Parce que aussi, bah bon, le fait qu'ils aient perdu la finale, ça c'est, je veux dire, tu joues contre cette Espagne-là que j'aurais pu mettre aussi. Hein. J'ai mis Espagne 2012, mais j'aurais pu mettre Espagne 2008 et j'aurais pu mettre Espagne 2010, quoi. C'était insolent. Mais je les ai mis en ça passe, ouais, parce que je me suis dit, il manque un truc par rapport
aux autres que j'ai mis en Borderline GOAT et en GOAT. Les autres, j'ai l'impression qu'il y a ce côté révolution que je ne retrouve pas avec les Pays-Bas de Milice. Et puis, bien sûr, il y a ce côté aussi un peu trop rugueux. Alors, désolé, Nigel De Jong, c'est lui qui a un peu été le bulldog de ça, mais je pense pas que c'était le seul. Parce qu'effectivement, la défense était moins talentueuse que l'attaque. Et il compensait, je crois, aussi par un côté un peu rugueux, un peu physique. Bon, c'est un style de jeu, mais ce style de jeu-là, il rentre ça passe, il rentre dans les bons souvenirs, dans les très bons souvenirs. Et je me dis, ouais, Borderline GOAT, je sais pas. À voir. Peut-être que justement, il y a quelques nations qui vont bouger une fois qu'on aura tout rempli. Effectivement, il y en a, je vais dire non, ça, effectivement, par Voilà, rapport, en relativisant, oui. voilà. Mais ok, je peux comprendre. On va dire que c'est entre du borderline goat slash ça passe pour l'instant. Ok. Ok, ok. Donc, allez, je le mets, mais on verra, hein, parce que de toute façon, Oui, on bien peut sûr, changer à n'importe quel moment. bien sûr. Voilà. Hollande 2010, mais s'il faut changer, je suis très ouvert. Je suis très ouvert. Je crois que ce sera même le truc le plus dur. C'est quand il faudra. C'est bien beau de parler comment on fait. Après, il faudra classer. Mais voilà. Ok, pour Pays-Bas 2010, on va rester dans la Coupe du Monde. Et on va aller en Coupe du Monde 2014 avec les vainqueurs cette fois-ci. L'Allemagne 2014. Où est-ce que tu les as classés, toi? Hmm, hmm, hmm. Ah, pour moi, c'est. Là, je suis en pleine hésitation entre GOAT et borderline GOAT, hein. Mais ça a sa place dans GOAT, hein. Enfin, l'Allemagne était arrivée en bout de cycle. Ils étaient vraiment. Ça faisait plusieurs éditions de compétition qu'ils allaient en demi-finale, qu'ils faisaient des derniers carrés, etc. Je crois que si je me souviens bien, ils font demi-finale de la Coupe du Monde 2006 chez eux, finale de l'Euro 2008, demi-finale de la Coupe du Monde 2010 où ils perdent contre l'Espagne. Euh, enfin en 2014. C'était une nation, pour moi, durant cette période où l'Espagne était injouable, la nation qui, on va dire, était juste en dessous, c'était vraiment l'Allemagne, qui était tout le temps très joueuse et qui avait le niveau, en tout cas, d'aller gagner un trophée. Et là, en 2014, ils ont vraiment réussi avec les bouchées doubles et c'était une équipe qui était, enfin, je veux dire, 7-1 contre le Brésil chez eux en demi-finale de Coupe du Monde. Là, non, c'est trop violent. En fait, cette Allemagne 2014 a été aboutie parce qu'elle était capable de venir à bout de n'importe quelle équipe et de n'importe quelle adversité. Face à un Portugal en poule, je crois qu'ils mettent 4-0 au Portugal de CR7 en phase de poule en 2014. Ils battent la Belgique, si je dis pas de bêtises également, je crois, Non, c'est pas la Belgique, non. La Belgique se fait sortir par l'Argentine, je crois. Mais eux, ils battent l'Argentine en finale. Ils battent effectivement le Brésil sur un score lunaire en demi-finale. Ils battent la France en quart de finale. Ils ont vraiment, ils ont torpillé tout le monde. Ouais, C'est ouais. alors à voir avec ce qu'on aura après, mais pour l'instant provisoirement, je pense qu'on peut les mettre dans GOAT. On est d'accord, on est d'accord. J'arrive, je crois qu'on est en train de sonner à la maison, excuse-moi. Cause imprévue. J'arrive. À tout de suite. Désolé. À tout de suite. Voilà. Bon, ça va pas tarder. Ça va pas Voilà. tarder. Hop, je relance le partage. Ah, attends. Voilà, ok. Hop là, par contre, je crois qu'on ne voit plus. Ok, comme ça. Ok. Donc, par rapport à ça, par rapport à l'Allemagne, je t'avoue que, en fait, de base, j'étais parti sur un gros craquage en Borderline Goat par rapport à un autre pays. Finalement, et en fait, finalement, je pense que l'Allemagne, je vais rester sage. Je vais le laisser en Borderline Goat. Oui, oui, oui. Parce que, en fait, je t'avoue que je me suis dit, purée, ouais, non, l'Allemagne, c'est fort, c'est fort, c'est fort, mais euh,
si je dois mettre, en fait, il y a un pays auquel je pensais, mais c'est pas grave, je vais le glisser en ça passe. Je voulais vraiment le mettre en borderline GOAT pour souligner en fait l'aspect on les attendait pas à ça, enfin là-bas, et finalement ils l'ont fait. Et ça peut, moi, me marquer plus qu'un rouleau compresseur comme l'Allemagne qui a été un rouleau compresseur. Mais de toute la liste qui est là, il n'y a peut-être pas un autre pays qui m'a donné l'impression d'un rouleau compresseur sans émotion. À la limite, l'Espagne, bon, sans spoiler, mais l'Espagne, voilà, 2012, tiki-taka, ceci, cela, il y a tout, mais il y a les émotions. Il y a ce côté aussi rouleau compresseur. Mais il y a les émotions, etc. On reviendra là-dessus après. Mais l'Allemagne, c'est sans pitié. L'Allemagne, c'est clinique. L'Allemagne, c'est, on s'en fout que tu sois l'équipe de France 2014, que tu sois dans le renouveau, que tu aies vécu Nice-Na, que tu aies vécu 2012 et que malgré tout tu te relèves. On s'en fout, on te met un but. Et c'est même pas, on te met 9 buts, on te met un but très dur pour te faire comprendre que t'étais à ça, t'étais pas loin, hein, t'es pas loin, mais on a Hummels, en fait. On a Hummels. Voilà. Tu vois? Et, ok, on s'en fout que tu fasses une Coupe du Monde au Brésil, dans ton pays, et que tu as envie de renouer avec la légende de ton sport national. On s'en fout. Et là, pour le coup, on te tabasse, tu vois. Ah, tu vois. Et là, on s'en fout. Parce que nous, en fait, on a envie que Miroslav Klose, il finisse la compétition avec le record de buts de tous les temps. Et donc, pour moi, ça, c'est forcément, c'est borderline GOAT. En fait, en vrai de vrai, dans n'importe quelle liste, enfin, pour moi, c'est GOAT, mais il y a un autre pays pour moi qui est au-dessus. Et ouais, mais sinon, borderline GOAT, bien entendu, tous les jours. Et justement, ce côté borderline GOAT, il y en a deux, trois. J'ai hâte qu'on puisse en parler pour voir si on a mis les mêmes dans ce classement-là, parce que j'ai l'impression que borderline GOAT en soi, bon, je vais rien dire de plus, mais j'ai l'impression que c'est assez pas évident, non, parce que chacun a sa sensibilité, mais il y a trois gros clients, j'ai l'impression. Après, on verra, on verra. Je crois qu'en tout cas, le client en question, c'est pas l'Australie 2006. Euh, c'est pas l'Australie 2006. Donc, après, respect. Champion, Ah oui, respect. Alors, ils ont été champions d'Asie, mais je sais pas s'ils ont été à cette année-là. D'Océanie, pardon. Mais ensuite, ils sont partis en Asie parce qu'il n'y avait aucun sens qu'ils jouent les barrages contre l'Asie alors que chaque année, ils sont les meilleurs en Océanie. Donc, du coup, l'Australie 2006, avec Harry Kewell, avec Viduka, avec le gardien Schwarzer, je crois. Et avec Tim Cahill, bien sûr. Tim Cahill, espoir à ce moment-là du football mondial. Où est-ce que tu classes l'Australie 2006? Australie 2006, pour moi, alors 2006, il y a vraiment cette Coupe du Monde, c'est vraiment la Coupe du Monde vintage un peu Ouais, avec que des Dream Team quoi. C'est vraiment la Coupe du ouais, Monde. Enfin, tout le monde était réuni. ouais. C'est le Noël où toute la famille était présente. Tu vois, c'est le seul Noël où Exactement. tout le monde était là quoi. Exactement. Et Australie 2006, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils se font éliminer. Je crois que je regarde le match. Ils se font éliminer en huitième de finale par l'Italie, je Tout crois, à fait. en Tout à prenant fait. un péno à la 95e. Je suis devant le match, je me rappelle. 95e sur pénal de Totti, je pense. Ouais, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Qui sait où est-ce qu'il serait allé après derrière? Parce que pour le Hmm. coup, j'ai souvenir d'une équipe qui était vraiment chiante à jouer. Moi, en Ouais. tant que Français, je me rappelle de matchs des fois en Coupe des Confédérations à l'époque, dans les années 2000, etc., où on perdait contre l'Australie. Enfin, c'était une équipe vraiment qui était compliquée ouais, à manœuvrer, qui était joueuse, qui était très très physique aussi. Et c'était pas un grand football, mais ouais, solide. Solide, et tu vois qu'au final, c'est sur un péno, je me rappelle, très litigieux des Italiens à la dernière minute du temps additionnel qu'ils se font éliminer. C'est voilà, c'est peut-être que derrière, si tu élimines l'Italie, c'est peut-être une épopée extraordinaire dont on parlera encore aujourd'hui. Donc, Hmm. je mettrais ça après, voilà, je mettrais ça dans. On est ah, je mettrais bof. Bof, j'aurais mis sa passe si bah, ils étaient passés contre l'Italie, tu vois. Là, même si ils sont pas passés contre l'Italie sur un fait de jeu un peu litigieux, bon voilà, ça reste c'est bof. Mais bof, on va dire en comparaison avec ce qu'il y a devant, quoi. Voilà. Ah bah oui, ah bah oui, parce que moi c'est Oui, ça en fait. Pour moi c'est en comparaison bien sûr. avec ce qui arrive. J'ai été et avec regret, j'ai été obligé de me dire est-ce que
je ne vais pas mettre un pays dans la catégorie on ronfle, mais avec regret, mais avec immense regret. Parce que je n'ai pas ronflé devant l'Australie, en fait, tu vois. C'est ça, c'est que je n'ai pas ronflé, je me souviens très bien de cette génération. Que ce soit Ricky Well, j'ai découvert Tim Cahill comme ça, j'ai découvert Viduka aussi comme ça, Schwarzer avec la première ligue, avec Middlesbrough, bon, je le connaissais déjà un peu, mais comme tu l'as dit, pour moi, c'était Coupe du Monde 2006 et je suis vraiment content d'en reparler, non seulement avec ce pays, mais aussi avec l'Italie qui arrive. C'était une Coupe du Monde, comme tu l'as dit, de limite de Noël à la maison, Noël bien plus tôt que prévu, avec toutes les stars qui sont là, quoi. Tout le monde est là. Je pense qu'il manque presque personne, si pas personne, même dans le staff, t'as des légendes. Et Australie, c'est Gus Hiddink, si je me trompe pas, qui coach. Gus Hiddink qui aura aussi coaché une autre nation dont on va reparler. Mais du coup, bien sûr que l'Australie, ça m'a fait vibrer dans le sens où je me suis dit, ben waouh, un petit pays qui, en fait, est à ça de changer l'itinéraire, le parcours de toute une compétition, puisque ils ont failli battre les vainqueurs. Donc, et je pense que... Ah, Mais surtout que s'il passe contre l'Italie, en quart, on aurait eu un Australie-Ukraine en quart de finale de Coupe du Monde. Donc avec potentiellement l'un des deux en demi après derrière. Tu te rends compte un peu ça, du. c'est vrai. Ah Ça, ouais. c'est vrai. Donc t'as raison. Ça, c'est vrai. J'avais même pas pensé à ça. J'ai même pas pensé à ça, honnêtement, tu vois. Et on ne sait jamais jusqu'où ça aurait été. Donc, non, bien sûr, je pense que l'Australie a sa place dans bof, a sa place dans presque sa passe. Mais je me suis dit, bon, il faut faire un choix par élimination. J'ai mis l'Australie en ronfle, au sommet de on ronfle, je crois. Au sommet de ronfle, parce que j'ai un gros haut ronfle que je pense qui va malheureusement faire jaser. Je le fais pas exprès, je le fais pas exprès, mais c'est plus on ronfle à cause de la comparaison. Voilà, t'as été éliminé en huitième, voilà, personne t'attendait là, en tout cas, personne t'attendait aussi fort. Et pourtant, voilà, tu as été super fort. Ça aurait même pu changer le ballon d'or, je pense. Parce que Cannavaro l'a eu avec ce coup de monde. Donc, vraiment, ils étaient à deux doigts de tout changer dans le foot. Donc, voilà. Mais moi, je les ai mis en ronfle. Ah, je peux. T'es dur. T'es dur. Non, mais on peut mettre en bof et puis voir. Ouais, plus du bof pour l'instant pour moi. Allez, le déménagement va être balèze. Alors, Australie 2006. On continue pour finir sur le premier tiers. La Belgique 2018. Et ben pour moi, Belgique 2018, là, tu parlais d'émotions et de traces un peu lestées, tu vois, dans l'histoire du foot. Ouais, cette Belgique 2018, elle a laissé une trace. À partir déjà ce match contre le Japon en huitième de finale qui relève ouais, de la folie. En fait, c'est les fameux rebondissements et retournements de situation qu'on aime tant dans le football. Ça fait mal pour les Japonais, ça fait très très mal. Mais voilà, cette Belgique qui au final a réussi à complètement retourner un match mal embarqué et à être en mode rouleau compresseur sur les 20 dernières minutes. Euh, le quart de finale contre le Brésil, où je me rappelle, on est tous ébahis, même si on sait que c'est pas un immense Brésil, ça reste quand même un Brésil qui était un peu en reconstruction après le crash de 2014 et avec une jeune génération, Neymar qui venait d'arriver au Barça, qui était quand même le porteur de cette équipe. On savait que cette équipe du Brésil avait des failles, mais qui était réaffiché à un niveau un peu plus solide. Non, pardon, Neymar était arrivé au PSG, pardon, lapsus. Il est parti du Barça, il vient d'arriver au PSG. Et en fait, il y a 2-0 pour la Belgique au bout de 20 minutes. Enfin, je sais plus. Alors, le premier but, je crois que c'est un contre son camp d'un Brésilien sur un corner. Et le deuxième but, je sais plus qui c'est qui le met, mais j'ai souvenir que c'est sur un contre un peu assassin, avec un jeu en triangle où ça part à toute berzingue en trois passes. Les Belges arrivent à casser les lignes défensives brésiliennes et il y a un tir en force petit filet. Peut-être, je crois que c'est De Bruyne, peut-être De Bruyne qui doit mettre le but. Et C'est possible. C'est possible. Je vais regarder ça, mais attends. Brésil, 12-0, Belgique. Parce que moi, j'ai le souvenir d'Eden Hazard, surtout qui était brésilien, comme pas ouais, possible. Alors, 2-1, il me semble. Oui, 1-2. ouais, Renato Augusto. Mais Fernandinho marque contre son camp. ouais. Et De Bruyne marque ensuite. Donc, t'as fait C'est De raison. Bruyne qui met le deuxième but. Ouais. Ouais. Et voilà. Et après, il faut une équipe de France chiante et injouable et presque anti-football
pour éliminer la Belgique. Voilà. Donc, Merci de le dire. non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, cette Belgique, ouais, pour moi, elle va dans borderline GOAT en bas. Voilà. On est d'accord, on est d'accord. Et moi aussi, en fait, ça, le truc, c'est que j'avais prévu de mettre la Belgique en borderline GOAT. Et j'avais prévu d'enlever juste en fait parce que les deux autres en borderline GOAT pour moi étaient intouchables Ok. et j'hésitais avec l'Allemagne, non pas parce que l'Allemagne n'est pas borderline GOAT, donc comme j'ai dit l'Allemagne c'est GOAT, et en fait les trois pays, Allemagne et les deux autres que je vais citer plus tard, étaient potentiellement des GOAT en plus du GOAT que j'ai mis. Et la Belgique, pour moi, n'était pas potentiellement GOAT. Parce qu'il y a quand même une limite, tu vois. Il y a effectivement tout ce côté émotionnel, en tant que Belge, je l'ai dit, tout ce côté émotionnel la 2018, en fait, démarre en 2010, peut-être, avec l'éclosion d'abord de Miralas, puis d'Eden Hazard, puis de Witzel, petit à petit. Et puis d'autres joueurs, Van Buiten, compagnie, petit à petit, c'est pas encore. Donc c'est tous ces gens-là qu'on a vu petit à petit éclore rentrer presque tous, soit en plein dans leur prime ou en début de leur prime, et s'accorder de manière parfaite. Et effectivement, il a fallu juste un pays qui connaissait son karaté et qui savait quelle était la mission pour eux. La mission, c'était ramener la Coupe du Monde à la maison. C'était pas un jeu flamboyant, c'était pas un tiki-taka, c'était ramener la coupe à la maison. Et ils l'ont fait de manière brillante. C'est les Français, et bravo encore à vous. Mais c'est cette limite qui me fait dire que la Belgique, pour moi, en GOAT, impossible. Et en borderline GOAT, c'était mon choix. Maintenant, au vu de ce que j'ai mis en borderline GOAT, j'aurais accepté et compris que ça aille en ça passe. Pourquoi? Parce que en fait, la Belgique a vraiment eu du mal face à la France. Ils ont vraiment quand même eu du mal à juste exister. Alors, parce que la France a cadenassé. Mais je me dis, si t'es... Enfin, j'aurais voulu voir l'Allemagne 2014, enfin oui, l'Allemagne 2014 face à cette France 2018. Je suis pas sûr qu'ils auraient été sans solution. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y aurait eu quand même un peu plus de domination. Je suis pas sûr que l'Espagne 2012 aurait été sans solution. Je suis pas sûr que voilà, d'autres pays. Voilà, je suis pas sûr. Donc je me dis, pour moi c'était borderline GOAT, vraiment. Mais tes arguments m'ont fait accepter que l'Allemagne remonte quand même en borderline GOAT. Et donc je me suis dit, bon, si c'est comme ça, peut-être je les mets en ça passe. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Ça fait sens. Et effectivement, c'était les Pays-Bas de 2010 qui, eux, vont en finale, qu'on met dans sa passe et qui ont un peu un parcours presque similaire, en éliminant aussi un Brésil qui n'est pas favori, mais qui reste quand même le Brésil. Et effectivement, cette Belgique qui laisse des émotions, mais qui ne va pas en finale, finit troisième, je crois, qui bat ensuite l'Angleterre Mm. dans le match de la petite finale. Ouais, sûrement, oui. Peut-être ça passe. Voilà. Effectivement, les mettre au-dessus de la Hollande 2010 aurait été peut-être un petit peu présomptueux. Ouais. Euh, et surtout qu'il y aura peut-être d'autres nations, je pense, à mettre effectivement dans Borderline Goat. Voilà. C'est ça. C'est le truc, c'est que tu dois faire un choix qui n'est pas totalement fidèle à ta perception de ce que tu as vu, les souvenirs qui sont là, mais voilà. Désolé les Belges, j'espère que vous ne me voyez pas comme un traître. On va passer du coup du côté de la France. Attends d'être un traître. La France 2018. La France 2000. Alors cette fois-ci, je veux démarrer parce que je tiens à dire, moi j'ai mis la France 2018 en on ronfle. Voilà. Je les ai mis en on ronfle. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont, enfin non, ils ont gagné, ils ont, ils ont joué leur jeu, mais en fait, je ronfle face au jeu en fait. Je ronfle face au jeu proposé. Je ronfle pas face à l'éclosion de Kylian. Je ronfle pas face à la performance incroyable de Varane sur toute la compétition. Mais je ronfle face au jeu où je n'ai pas. Alors, je suis pas français, donc forcément, j'ai pas vibré, même si j'étais très content. Mais je me souviens du match contre l'Uruguay. Je me souviens, alors, le match des coiffeurs en poule, bon, bah, c'est normal, c'est les remplaçants qui jouent. Donc, voilà, mais c'était un peu laborieux pour moi. Même le match, je crois que le match d'ouverture, c'est pas l'Australie, ou si, l'Australie, ok, d'accord. Voilà, compliqué. Après une entame de Coupe du Monde, il y a beaucoup de nervosité. Tu joues jamais ton meilleur football, mais j'ai pas été emballé. Il n'y a pas de match, je crois qu'il n'y a pas de match où j'ai été emballé en fait.
Et même la finale, en soi, la finale ne m'a pas emballé puisque on a clairement vu que la France était supérieure et il n'y avait pas, je crois que ça a été 2-0 puis 2-1, je crois. Et puis 4-2, enfin, je crois que ça peut être, c'était 1-0, 2-0, 2-1, je pense. Ça n'a pas été 3-0, je pense, non. Ça a été 1-0, 2-0, 2-1. Hum, 1-1, 2-1. C'est 1-0, 1-1, 2-1, Ah, 3-1, 4-1, 4-2. ouais, voilà. Tu vois, il y a pas de, il y a pas de suspense. Donc, du coup, en fait, je me dis, bah, bien sûr que la France va gagner. Et le jeu, c'est vraiment le jeu rond face au jeu. C'est rien de plus, rien de moins. C'est le jeu de Deschamps. Mais sinon, la storytelling, elle est quand même belle. Tu vois, 30 ans après, enfin, c'est 30 ans. 30 ans après 98. Non, non, 20 ans, pardon. Après 98, et puis bah, bien sûr, encore une fois de plus, bah, une génération dorée, une équipe dans laquelle enfin, le groupe vit bien, quoi. Tu sens que le groupe vit super bien. Et je ne ronfle pas face à la dynamique de groupe, vraiment pas. Mais à la limite, je me disais, ok, bof, bof, ok. Mais c'est plus par rapport au fait que je me dis, mais purée, qu'est-ce que je retiens, footballistiquement parlant, de la France 2018. Donc c'est ça. Ok. Et à la fin, elle était un petit peu saccadée. Je crois qu'il y a un petit coup de Ah, oui. connexion. Mais ça a rattrapé, donc j'ai pu tout entendre. Euh, évidemment, tu as raison et beaucoup de Français partagent ton point de vue, évidemment. Hein. Moi, à titre personnel, j'ai beaucoup plus vibré avec la France pendant l'Euro 2016 qu'on ne gagne pas que Hmm, pendant la Coupe du Monde 2018 que derrière on gagne. Voilà, hmm. c'est la Coupe du Monde 2018. En fait, heureusement qu'on la gagne parce qu'il n'y a pas grand-chose derrière à en tirer en termes d'émotion. Voilà. Après, il y a un match qui, on va dire, a été un petit peu fou. C'est le match contre l'Argentine, le huitième de finale, où la France gagne 4-3, où effectivement c'est le scénario qui permet ça. La France marque très vite sur une accélération de Mbappé, penalty de Griezmann. Derrière, l'Argentine pousse encore plus pour aller marquer. Ils égalisent, ils mènent 2-1. Donc derrière, bah, c'est aux Français de relâcher les chevaux. Second poteau Pavard, doublé d'Mbappé. Voilà, donc effectivement, le jeu était pas chatoyant par rapport à l'équipe qu'il y avait. Mais disons qu'il y a eu aussi peu d'adversaires rencontrés. C'est aussi le parcours qui fait ça. S'il y a peu de gros adversaires de gros calibre en poule, la France joue l'Australie, le Pérou. Le dernier match, comme tu l'as dit, le match des coiffeurs, c'est contre le Danemark. Il y a le huitième de finale contre l'Argentine qui est incroyable. L'Uruguay en 2018, il y a déjà plus vraiment grand chose. Après, il y a le France-Belgique où effectivement, bah, c'est une Belgique qui avait enthousiasmé tout le monde, mais qui, au final, comme tu l'as dit, a eu du mal à exister. Et les Français, bah, eux, ils n'allaient pas non plus en mettre 5. Donc, Ouais. à partir du moment où ils voient qu'ils arrivent à cadenasser la Belgique et qu'il suffit juste d'un corner et d'une tête de Samuel Umtiti, ça leur suffit. Et après, il y a la finale contre la Croatie. Et la finale, bah, de toute façon, une finale, ça se gagne. C'est pas, voilà. Donc, je mettrais ça quand même dans bof. Ronfle, ce serait dur. Ah, Mais c'est très dur, cette catégorie est très dure. Ça, je suis d'accord. je mettrais dans bof pour l'instant, mais ça va peut-être glisser dans ronfle, j'avoue. Mais pour Ah, l'instant, je te garantis. par patriotisme, je mets ça dans bof, quand même. Je te garantis que ça va glisser, mon ami, mais ça va glisser. Donc du coup, allons alors du côté de la Côte d'Ivoire. Allons, continuons à te faire un peu souffrir avec voilà, faut boire de l'eau, faut boire de l'eau. Donc du coup, la Côte d'Ivoire 2015, la CAN 2015. Je le rappelle avec des joueurs quand même importants. Yaya Touré, il gagne hein, la CAN pour ceux qui ne le savent pas. La génération de Yaya Touré, de Gervinho, de Wilfried Bony, de Max Alain, Gradel, de Boubacar Bari, mon chouchou, le gardien, qui a joué en Belgique à l'Occurrence. Et l'avènement de Serge Aurier commence à monter déjà très sérieusement. Où est-ce que tu mets la Côte d'Ivoire? On est entre bof et ça ronfle. Hein. En vrai, Ah, c'est pas. Ouais, c'est ah, pas. ah. Ouais, c'est la finale, je crois, c'est contre le Ghana, c'est au tir au but après un interminable 0-0. Exactement. Je crois qu'on gagne 12-11, quelque chose comme ça. Enfin, même On gagne, attends, on gagne 9-8. On gagne 9-8. ouais, voilà. Je crois qu'en plus, c'est Barry, je crois, en plus, qui marque le penalty C'est lui 23. qui marque, Ouais, il arrête voilà. l'autre et il marque le sien. Voilà, oui, voilà. C'est vrai que c'est la seule émotion à regarder de la finale et quasiment à garder de tout le tournoi. Enfin,
c'est aussi une compétition, une CAN que la Côte d'Ivoire gagne par défaut après être Mm, passé à côté lors de plusieurs éditions auparavant, notamment l'édition 2012, je crois que c'est 2012 contre la Zambie avec Drogba, où tu ne mm. dois jamais perdre cette finale de CAN contre la Zambie et tu la perds. Et là, 2015, tu profites un petit peu d'un passage à vide de certaines grosses nations et derrière, voilà, il n'y a pas vraiment de match marquant. Ouais, pour moi, c'est, ouais, on ronfle, on ronfle. Merci, merci, On ronfle. merci. Il se termine à 0-0 avec 9-8 au tir au but, où c'est les gardiens qui marquent, ouais, on ronfle, hein. C'est- On est d'accord, on est d'accord. Et encore une fois, chapeau pour le parcours, parce que c'est la Ah victoire oui, qui démarre, en fait, qui met fin à la malédiction de la Côte d'Ivoire dans cette compétition, qui a quand même pu compter sur Drogba, mais qui n'a pas pu gagner. Mais je regarde le parcours, c'est 1-1 contre la Guinée, 1-1 contre le Mali, 1-0 contre le Cameroun. Alors, il y a le match contre l'Algérie qui sortait oui. d'une Coupe du Monde incroyable avec leur gardien, j'ai oublié leur nom, mais son nom, mais voilà, 3-1, mais à la fin, ça gagne 3-1 contre l'Algérie. Bravo quand Ah même oui. par rapport à ça. 3-1 contre le Congo, j'oublierai jamais, forcément, mais c'est pas un grand Congo. C'est un beau match, c'est un match qui va dans tous les sens, mais c'est pas Oui. un grand Congo. Tu Ouais. vois, donc voilà. Voilà, c'est fort. Et puis voilà, et puis le Ghana, bah, comme tu l'as dit. Donc du coup, pour moi, c'est pour ça que je me mets aussi en ronfle. On est d'accord là-dessus. Donc voilà, il y a quand même des pays où on est d'accord pour les mettre en ronfle. Merci beaucoup. Tu t'arrangeras avec les Ivoiriens toi-même. Et on va poursuivre avec l'Argentine 2022. Où est-ce que tu as mis l'Argentine 2022? Straight to the point comme ça, pour moi, ça va dans bof. Pour moi, l'Argentine 2022, c'est pas un grand vainqueur de Coupe du Monde. On parle d'une équipe qui a bénéficié de largesse arbitrale, en veux-tu, en voilà. Euh, L'autre, il a marqué 7 buts dans la compétition, dont 5 pénaltys. Enfin, au bout d'un moment, et le pire, c'est qu'ils ont galéré contre tout le monde. Ils perdent le premier match contre l'Arabie Saoudite. Derrière, heureusement que tu sors de la poule, parce que tu joues le Mexique et la Pologne, je crois. Ensuite, leur parcours, je crois que c'est. Ils galèrent contre l'Australie, ils gagnent 2-1 à l'arrache en serrant les fesses avec 15 minutes de temps additionnel. Pareil, je crois, contre les. Je sais plus si c'est Pays-Bas en quart. Ouais, je crois que c'est Pays-Bas en quart. Euh, Euh, où ça Si finit c'est presque Pays-Bas en en quart, c'est qui en demi alors? Croatie dans ce cas-là. Ah, ouais, ok, ok, ouais, ok, oui, 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 je pense, Pays-Bas en quart, je crois que ça va au tir au but, où pourtant l'Argentine mène 2-0 et se fait rattraper. Donc, en plus, une équipe qui n'arrivait pas du tout à supporter l'attente et la pression. Euh, Après, derrière Croatie, et puis après la finale contre la France, où ils mènent 2-0 en soi, ils ont un matelas, la France ne fait rien, n'existe pas, ne voit pas le jour pendant 80 minutes. Et là, Mbappé qui se réveille, et là, derrière, on est plus proche d'une troisième étoile pour la France que d'une troisième pour l'Argentine. Puis après, voilà, ça se décide au tir au but, etc. Enfin bref, ils sont un grand Dibu Martinez qui fait l'arrêt du siècle. Randa Colomani offre la Coupe du Monde à la 124e minute. Enfin voilà, pour moi c'est une Argentine qui gagne, mais qui franchement là ouais, c'est dans bof, c'est dans bof et pas en ronfle parce qu'il y a quand même des émotions, mais pour moi c'est du bof. Dans le jeu, il y a pas grand chose, il y a aucune sérénité. J'allais Voilà. justement demander qu'est-ce qui nous empêche de mettre dans on parce que j'ai mis aussi bof, hein. Mais j'ai mis bof, mais franchement, en tant que grand fan de Messi, ça m'a pas empêché d'être quand même réaliste sur le fait que dès la poule, en fait, il n'y avait pas de stabilité émotionnelle, il y avait pas de sérénité, ni dans leurs émotions, ni dans le jeu. Et donc, du coup, ça se voit. Ça se voit. Ils le vivent en eux-mêmes, mais ça s'extériorise, en fait, sur le terrain. Je vois pas comment l'Argentine aurait pu s'en sortir s'ils n'avaient pas réussi. Enfin, si Dibou n'avait pas fait l'arrêt, je ne sais pas comment ils auraient pu se sortir de la réputation qu'ils auraient eue, la réputation de choke, mais intersidérale, tout sport confondu, quand pendant 80 minutes tu domines ton sujet, et parce qu'on dit Mbappé se réveille, et c'est vrai, mais Mbappé doit être atteint par des joueurs autour de lui. C'est-à-dire que les autres joueurs autour de lui ont pu trouver de l'espace à cause de joueurs, à cause d'adversaires
qui ne mettait plus le pied devant l'autre. Et je me dis, bah, face à ça, alors, si c'est ça les émotions qu'on a vécues, ok, mais c'est des émotions un peu négatives et positives. Enfin, des émotions négatives parce que du coup, c'est parce que t'as craqué, et ensuite t'es un peu revenu à toi-même parce que t'as Messi, et ensuite t'as failli encore recraquer, et puis encore Messi qui met le but de l'égalisation. Enfin, c'est vrai que pour moi, ce truc-là, au vu de la dynamique en plus du tableau qu'on a, où il faudra faire glisser des gens, je me dis, est-ce que même on ronfle, c'est une insulte, mais je suis ok. Moi, je l'ai mis en bof, donc on peut laisser en bof, pas de souci. Ça va devenir compliqué à un moment donné, mais on peut mettre en bof si tu veux. Ouais, écoute, bof pour l'instant, et avec possibilité de glisser dans le ronfle selon, selon les autres. Je mets donc l'Argentine en bof. L'Italie 2006. Où est-ce que tu as mis l'Italie 2006? Ouais, c'est un dodo, mais léthargique, hein. Là, on est sur presque un coma, quoi. Ah, l'Italie 2006, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Là, tu peux mettre le pyjama, ça y est. C'est l'Italie 2006. J'ai plus exactement le parcours. J'ai plus peut-être le parcours en poule. Je Je vais pense mettre. qu'ils doivent sortir premier de leur en 2006. Si je dis pas de bêtises, ils ont peut-être la Alors, République tchèque dans la poule. Enfin bref, ils ont pas non plus le machin. oui, tout à fait, très bonne Ils ont mémoire. quoi? Alors, ils ont le Ghana, ils gagnent contre le Ghana 2-0. États-Unis. Ils font match nul contre les États-Unis, déjà là c'est compliqué, et ils gagnent contre la République tchèque 2-0. Donc t'as raison. Bon, voilà, c'est pas après. Bon, ils finissent premier de la poule, 7 points, mais c'est toute autre position au classement dans cette poule de l'Italie aurait été une contre-performance. Donc là, ils Bien ont sûr. juste eu le niveau qu'on attendait d'eux. Voilà. Après, on l'a dit, au final, ils gagnent 1-0 contre l'Australie sur un penalty à la 95. Quart de finale, je crois qu'ils battent l'Ukraine au tir au but. 3-0, non, 3-0. Demi-finale, 3-0, pardon, ok, 3-0. Ok. Oui, non, pardon, c'est l'Ukraine qui élimine la Suisse au tour précédent au tir au Voilà. but. Donc, ils battent l'Ukraine en quart de finale 3-0. Demi-finale, c'est le match contre l'Allemagne où ils gagnent au bout des prolongations Ouais. et effectivement contre le pays qui hostait l'épreuve. Et après, il y a la finale contre la France où au final, bon, bah voilà, c'est la France 2006 déjà en termes de jeu pratiqué, c'était pas du football champagne. Surtout plus, enfin voilà, c'était pas un adversaire qui était hyper offensif non plus. L'Italie n'a pas vraiment réussi à faire le jeu. J'ai juste souvenir des 20 minutes après la Panenka de Zidane où effectivement l'Italie met un bouillon monumental à la France, mais plus par réaction parce que tu viens d'encaisser un but en finale de Coupe du Monde et que la France de toute façon n'est pas capable de faire un grand jeu. Bref, bon, pour moi, il n'y a aucun match vraiment marquant en plus. Euh, J'ai souvenir d'un match peut-être plutôt équilibré contre l'Allemagne en demi et encore, sachant que c'était une Allemagne qui était plutôt joueuse, mais qui était encore très inexpérimentée parce qu'ils commençaient un petit peu à revenir à un bon niveau, mais ils étaient un peu irréguliers sur les années précédentes. Ils avaient fait une bonne Coupe du Monde en 2002 en allant en finale, mais je crois qu'ils sortent dès les poules à l'Euro 2004. Enfin bref, c'est pas une Allemagne qui est dans une dynamique sur les 10 ans auparavant qui est très. Ouais, pour moi, on ronfle, hein. Je veux dire, Ouais. à partir du moment où tu gagnes la Coupe du Monde et que c'est un joueur de ton équipe qui a le ballon d'or, mais que c'est un défenseur et que c'est Cannavaro, ça veut tout dire. C'est que c'est Ah, pas. d'accord. Ah, d'accord. Alors que tu avais des joueurs comme Totti, Del Oui, Piero, oui. tu avais des artistes en fait qui étaient là, mais je ne me souviens pas d'un éclair de génie, même avec Pirlo, hein, je ne me souviens pas d'un éclair de génie. Clairement, c'est le côté Catenaccio très assumé, mais du coup qui fait pas du tout envie. Et forcément, ouais, on ronfle. Moi, je l'avais mis en bof, mais je le fais très volontiers glisser en ronfle parce qu'en réalité, leur parcours, c'est vrai, ils ont gagné contre l'Ukraine 3-0. Enfin, bravo, enfin, il fallait le faire, enfin, c'est normal, c'est logique en fait. T'es l'Italie, tu gagnes contre l'Ukraine. Par contre, contre l'Allemagne, effectivement, c'est 0-0 jusqu'aux prolongations. Et attention, c'est au bout des prolongations de la deuxième période qui mettent leurs deux buts avec le Catoni, si je me trompe pas, et peut-être Fabio Grosso, faudrait vérifier. Mais Oui, gros, je crois, ouais, c'est ça. Donc oui, mais ça ne fait pas rêver. Donc je ne vais pas redire ce que tu as dit parce que tu as extrêmement bien dit, extrêmement bien décortiqué l'Italie 2006 qui pour moi voilà, est une équipe qui avait assumé son style de jeu, enfin
pire entre guillemets que la France 2018 et qui est allé au bout comme la France 2018. Donc du coup bah c'est très bien, mais vous restez dans le ronfle. Donc voilà. On est bien d'accord. Tu parlais de l'Euro par rapport à l'Euro 2004. On va passer à une équipe qui a plutôt brillé à l'Euro 2008. En tout cas, moi, c'est quand alors j'avais quel âge? J'avais 11 ans du coup pour l'Euro 2018 et cette équipe de Russie m'avait quand même laissé un petit beau souvenir personnellement avec Arshavin forcément qui a été la révélation peut-être de cette compétition. Là aussi entraîné par Gus Hiddink encore. Gus Hiddink après l'Australie, mais Arshavin, Pavlyuchenko, Zirkov aussi qui a pu avoir son transfert à Chelsea à partir de ça. Et le gardien Akinfev qui venait de les grands joueurs de Football Manager, je parle à un grand connaisseur, ont dû connaître ces joueurs-là, que ce soit Akinfev à CSKA Moscou, impossible à acheter parce que le gars voulait rester à CSKA Moscou. Mais Donc très bon niveau. Il y avait 4 étoiles sur 5, un truc comme ça dans FM. C'était avec un potentiel 4 étoiles et demie. Enfin, voilà, ouais, exactement. Et il y avait aussi, je sais pas si Zagoev était déjà là à la Russie 2008, mais Zagoev aussi, déjà là. ouais, ok. Parce qu'il y avait Zagoev aussi qui en FM était un grand prospect. Où est-ce que tu l'as classé toi, la Russie 2008? Ah, en fait, quand je parlais de mes petits chouchous tout à l'heure, ils en font partie, la Russie 2008. Voilà, c'est très bon niveau. Tu vois, si on avait dû faire un podium, eux, ils auraient été dans les mentions honorables. Tu vois. Ouais, Et voilà, c'était les petits chouchous. C'est pas niveau GOAT, c'est pas niveau borderline GOAT non plus. Pour moi, ça va dans sa passe parce qu'effectivement, c'est une nation qui a laissé, qui était dans une bonne période. En plus, je crois que la même année, bah voilà, ils ont plusieurs joueurs qui jouaient au Zénith et c'est l'année où le Zénith prend la Coupe UEFA en battant les Glasgow Rangers en finale. Euh, Pavlyuchenko, effectivement, tu l'as dit, Andrei Arshavin avant qu'il soit transféré à Arsenal, qui joue au Zénith. Et non, je me rappelle que le premier match contre l'Espagne en poule, ils se font tarter, ils prennent 4-1. Et à ce moment-là, je me dis, dommage, ça va être compliqué derrière. Et puis en fait, ils battent la Grèce et ils arrivent à battre la Suède, parce que du coup, le duel pour la deuxième place se joue avec la Suède, je crois, dans cette poule. Et derrière, ils arrivent à battre à la surprise générale les Pays-Bas, qui faisaient figure en tout cas de underdog, voire presque de favori après les poules où ils avaient tarté la France, l'Italie et la Roumanie. Et après, bon, bah, ils retombent à nouveau contre l'Espagne. Et voilà, et c'est compliqué. Je crois qu'ils prennent 3-0 contre l'Espagne en demi. Bon. Et puis, avec du recul, tu sais que cette Espagne-là, elle va être injouable dans les 4 années à venir. Donc bon, voilà, tu peux pas. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, ça rentre dans sa passe. Voilà. ouais, pareil, je les ai mis dans sa passe. Ça va être très compliqué pour la suite parce que j'ai un pic qui devait être dans sa passe, mais nous allons voir, nous allons analyser et décortiquer froidement à la tête reposée. Mais la Russie, juste pour compléter, enfin, je trouve que la Russie a vraiment été cette nation. Pareil, cette nation chouchou en fait, de se dire waouh, c'est que des jeunes prospects ou presque, des gens qu'on ne connaît pas, mais des mecs de devoir, des gens qui sont prêts à se donner à fond pour le blason. Et ouais, t'as par exemple Zirkov qui pouvait très bien jouer latéral, mais qui pouvait jouer ailier, parce que le mec il resignait pas à l'effort. Il était prêt à tout donner. Arshavin, c'était un milieu off, c'était un 10, c'était un numéro 8. Il pouvait me jouer devant la défense s'il fallait prendre le ballon à partir de la défense et décrocher très bas, parce que s'il faut tout faire pour la nation, on va le faire. Et moi, pour moi, bien sûr, ça m'a vraiment marqué, parce que ce style a fonctionné, et c'est juste qu'ils sont tombés sur un ogre en devenir. Et du coup, bah, il y a forcément ce what if. C'est qu'est-ce que ça aurait donné face à une autre nation, comme les Pays-Bas 2010. Et quand on se pose ce type de questions, parce qu'en soi, au final, l'Euro 2012, l'Italie en 2012 se fait écrabouiller en finale, donc il n'y a pas de what if possible, c'est clair et net. Tu te fais écrabouiller. Par contre, les Pays-Bas 2010, il y a ce côté de, ok, l'Espagne elle est forte, mais il y a un moyen, il y a un monde où, et la Russie, alors oui, ils se font écraser. Enfin, ils perdent 3-0, mais quand tu vois l'inexpérience et tout ça, enfin, c'est pas l'inexpérience de l'Italie. L'Italie, c'est une grande nation. La Russie, c'est une plus petite nation du football voilà, qui donne, qui fait un parcours honorable et qui bat les Pays-Bas. Donc, bien sûr, je les mets en sa passe et on verra donc du coup ce qu'on en fera par la suite. Mais en tout cas, c'est une nation en plus qui a pu faire éclore des vrais talents. Tu vois, ça se voyait que c'était pas un hasard. Alors Arshavin, ça a soufflé le chaud et le froid. Arsenal, Pavlyuchenko, ça a soufflé le chaud et le froid.
à Tottenham, mais en soi, on a bien compris que ça avait quand même des vrais talents. Zirkov n'a pas pu vraiment prouver à Chelsea, mais sur les temps dit, on a pu voir qu'effectivement il y avait des talents. Donc c'était pas vraiment le coup du hasard. Donc ça ne peut pas être en ronf pour moi, ça aurait été impossible. Ouais. Voilà. Passons du coup du côté de l'Amérique du Sud, une température bien différente de nos amis moscovites. Où est-ce que tu les classes, ces amis de Santiago, de Chili? Écoute, le Chili 2016, c'est une bonne équipe, très bonne équipe. Ils prennent la Copa, ils font pleurer Messi en finale après qu'il rate son péno et voilà. Sachant que c'était déjà le cas l'année d'avant, je crois en 2015, ils prennent également la Copa contre l'Argentine, également au tir au but. Euh, C'était un Chili qui s'était construit grâce aux fondations de Marcelo Bielsa qui avait entraîné l'équipe pendant quelques années. Et je sais que les sélectionneurs qui étaient passés derrière avaient dit que justement c'était vraiment l'impulsion de Bielsa qui avait permis à l'équipe de prendre un vrai élan pour aller justement chercher ces deux copas et notamment se qualifier aussi à la Coupe du Monde 2014, etc. C'était une bonne équipe. Après, si on parle vraiment du Chili 2016, Ah, ah, tu le mets où? Tu ah, dors? pour moi, on est sur du bof. Ok. On est sur du bof. Les deux finales se finissent à 0-0. C'est du bof. C'est du bof parce qu'effectivement, c'est une nation qui était capable de réaliser de gros matchs face à des adversaires plus faibles. Et dès que l'adversité commençait un petit peu à monter, cette équipe commençait pas à faire de l'anti-football, mais n'avait plus ce football un peu chatoyant qu'elle a été capable d'avoir. Maintenant, Hmm. bravo à elle, parce que ça s'est avéré efficace, parce que peut-être que c'est la seule manière pour eux de battre l'Argentine lors de ces deux finales. Peut-être que s'ils avaient joué leur jeu qu'ils savaient faire, ils n'auraient pas pu, justement, ils se seraient fait vraiment ouvrir en deux par l'Argentine. Voilà. Maintenant, effectivement, le prime, en fait, ce qu'on retient de ce shit, cette époque-là, c'est les deux Copa América qui gagnent, et ils les gagnent en mode antagoniste contre le chouchou du monde entier, Lionel Messi, et à chaque fois 0-0 au tir au but. Et pour moi, c'est entre bof et ronfle, mais je dis mettrais bof. Pas au-dessus. Pour moi, ça va pas au-dessus. Je t'avoue que je te comprends complètement. Et ça peut aller dans bof, ça peut aller dans on ronfle. Et pourtant, je me suis dit, est-ce que ça peut pas aussi aller dans sa passe? Parce que ils ont joué avec leur qualité, mais je crois qu'ils ont fait un match, c'était en quart de finale contre le Mexique où ils gagnent 7-0, je crois. Pas le Mexique, mais pas le Mexique, mais un autre pays, ils gagnent 7-0, mais il faut que je vérifie dans leur parcours. Mais ils gagnent contre la Colombie 2-1 ou 2-0, un truc comme ça. Et puis bien sûr, la finale en 2016, où c'est 0-0, ça va au tir au but. Et il y a ce côté de pirate, en fait, de pirate que personne n'aime, Oui, oui, et oui. qui... mais en fait, c'est ce côté justement de... Ils ont ce caractère, ils ont ce tempérament de nous on s'en fout de votre héros national ou intercontinental de Messi. On est là pour gâcher la fête, pas une fois mais deux fois. Parce que c'est pour ça que j'ai pris 2016. C'est parce que 2015 on peut dire c'est le coup du hasard. Mais tu refais le coup en 2016 contre la même équipe du même héros Messi qui est en plein dans son prime. Et tu parviens encore à garder ce gars en mute et à pas faire marquer Messi en fait deux fois de suite. Et pour moi, ouais, c'est phénoménal quoi de se dire purée, ils ont réussi à faire ça. Euh, est-ce que est-ce que je les mets en ça passe? Ça passe non, parce que je trouve que c'est un peu trop haut. Bof, effectivement, c'est vrai que j'aurais plutôt mis en bof. Après, en ronf, je tolère aussi. Je tolère aussi. Mais je me dis, ça, ils l'ont quand même fait deux fois, quoi. C'est l'équipe 2016. 2015, j'aurais mis en ronf. Mais 2016, ils viennent de le faire deux fois. Contre l'Argentine deux fois, quoi. Alors, c'est vrai qu'effectivement, tu as raison, c'est en 2016 qu'ils battent 7-0 le Mexique en quart de finale. Euh, le truc, c'est que, alors, ils arrivent à le faire, évidemment, tactiquement, c'est rodé, parce que pour maintenir Messi muet pendant deux fois 120 minutes, donc pendant 240 minutes, faut faire. Euh, Après, est-ce que c'est pas aussi l'Argentine qui a craqué sous la pression, qui a un petit peu déjoué aussi? Parce que, on va pas se mentir, en 2015, Messi, il a 28 ans. On attend toujours qu'il gagne un truc avec l'Argentine. Il y a la finale de Coupe du Monde en 2014 qui perd. Il y a beaucoup d'attentes
sur la Copa América 2015 parce qu'on se dit qu'au moins, il faut quand même qu'ils prennent une Copa quand même. La Copa, comme tu l'as dit, patata, et c'est le Chili qui la prend au tir au but. 2016, même si le Chili, effectivement, arrive à la reprendre, la pression est à nouveau sur l'Argentine. Je me rappelle même qu'à l'époque, tout le monde se moquait de Messi en disant on veut tellement qu'il gagne un trophée que on a mis une Copa en 2015, on a mis une Copa un an après en 2016, on en a remis une ensuite en 2019. Tu te rappelles, il y avait eu trois Copas en 4 ans. Enfin, voilà, c'était. Donc, bravo au Chili. Allez, on va les mettre dans bof. Australie 2006, ça va dans le ronfle. Allez, Voilà. Voilà. On retrouve des choses sensées. Australie 2006 et Chili 2016. Effectivement, on est coutumier du fait de voir les Argentins toujours craquer émotionnellement. Et donc, du coup, même si on doit faire le pont avec l'actualité, c'est vrai que l'Argentine, ça avance en tant que favori, du moins parmi les favoris de cette Coupe du Monde qui arrive. Mais on n'est pas à l'abri d'un craquage émotionnel à nouveau. Et à tout moment, ils peuvent sortir en phase de poule parce qu'ils n'ont pas réussi à gérer leurs émotions. Et donc, le Chili n'a fait que profiter d'un adversaire qui déjà se déchiquetait en interne. Donc à ce niveau-là, je peux tout à fait comprendre. On passe au Japon 2011. On va vraiment dans tous les continents. On essaye en tout cas. Japon 2011. Où as-tu mis cette très belle nation du projet Blue Lock? Avant l'heure, bien sûr. écoute, je vais être très honnête avec toi. Je sais qu'ils prennent la Coupe d'Asie cette année-là. Si je Oui. dis pas de bêtises, ils prennent la Coupe d'Asie. Mais alors là, il n'était pas dans le fuseau horaire. Là, je t'avoue, moi, le train Blue Lock, je ne l'ai pas pris en 2011. J'ai, j'ai découvert les petits Japonais qui couraient partout en 2018, comme tout le monde, contre la Belgique et en poule, machin. Et après en 2022. Mais là, 2011, là, je t'avoue que là, mes connaissances en football, là, tu vois, on sort de l'univers observable. Là, tu vois, on a franchi le mur de planche. Donc là, je peux pas avoir de souvenir si c'était une nation qui avait un jeu Champagne Collector ou si c'était la sieste. Donc là, par défaut, je les mettrais dans Ronf, tu vois. On est d'accord. Non, mais on est d'accord. Et franchement, chers amis japonais, si vous nous regardez, franchement, c'est avec grand respect qu'on vous analyse, mais on vous met dans le ronf parce qu'en fait, j'ai pris 2011. C'est pas la seule année où ils ont gagné la Coupe d'Asie, mais c'est l'année qui a succédé à leur parcours correct en Coupe du Monde 2010, où Oui, justement il y avait déjà l'éclosion. Contre qui? ils font huitième de finale, je crois, ils sont éliminés par le Paraguay, si je dis pas de bêtises, je sais plus. Oui, Paraguay, effectivement, Non, Paraguay, oui, effectivement, tout à fait, tout à fait. Paraguay, Paraguay. Et donc je me dis, bon, c'est la génération Keisuke Honda, c'est la génération Nagatomo, voilà, c'est des mecs qui essaient de lever le niveau, enfin qui est déjà assez correct, hein. Le Japon est un pays de football aussi. Leur gardien Kawashima qui a joué dans mon club de cœur, le Standard de Liège, ici, et qui a été une légende, en tout cas légende, on se comprend, légende 3 étoiles on va dire au Standard de Liège. Et donc non, c'est une nation respectable et qui a gagné la Coupe d'Asie contre l'Australie, donc l'autre nation non asiatique, mais on se comprend, qui peut les regarder dans les yeux. Aujourd'hui, il y a le Qatar, aujourd'hui, il y a l'Arabie Saoudite, mais à l'époque, c'était limite que le Japon et l'Australie. Et donc, le fait de l'avoir gagné après avoir réussi ce parcours mondial, je me disais, allons voir ce que Polo va en dire. Mais effectivement, on n'avait pas le fuseau horaire. Et même sans fuseau horaire, pardon, il faudrait que le pays ait fait un parcours incroyable qui aurait poussé les gens à regarder sur les réseaux sociaux qui commençaient à naître, ou même au JT, enfin, allez, au journal télévisé de l'époque, ça aurait dû normalement mettre une alerte. Je pense que s'il n'y a rien eu, c'est que ça a été un parcours en soi correct, raisonnable, mais peut-être sans plus. D'ailleurs, le 1-0 qu'ils font en finale contre l'Australie, c'est aux prolongations d'ailleurs. Aux prolongations, donc c'est pas comme si c'était une grande domination totale. Donc oui, voilà, on met en ronfle. On reste raisonnable et je crois d'ailleurs que ça clôt cette catégorie parce que je crois pas qu'on va faire descendre des gens avec les 3 qui restent. Je pense que cette catégorie elle est safe. Voilà. Sauf si le Brésil t'a pas fait rêver et t'as envie de les mettre dans le ronfle, mais
Non, 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 calme, 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 Mais du coup, finissons avec, là je fais exprès, avec les trois pays d'un coup. J'aurais voulu savoir où tu mets les trois derniers pays. La France 2000, l'Espagne 2012 et le Brésil 2002. D'abord, où est-ce que tu les mets? Et je le dis aussi ensuite, et après on débat. Euh, Forcément, il y a la France 2000 en GOAT, parce que la France 2000, en fait, c'est la meilleure équipe de France quasiment qu'on a eu dans l'histoire. C'est la France qui fait suite, qui est meilleure que celle de 98. C'est-à-dire que c'est une France qui est attendue et qui, là, en fait, va affronter les meilleures nations européennes et va aller au bout dans un scénario incroyable contre l'Italie. En fait, on a affronté tous les styles de jeu. On a affronté l'Espagne, on affronte le Portugal en demi-finale, on affronte l'Italie en finale, on gagne sur un but en or de 13. Les émotions, elles sont complètes. Elles sont complètes. C'est encore le Zidane à la Juve qui a encore des cheveux et qui est encore un sacré joueur de ballon qui met des coups francs, en veux-tu, en voilà. Trezeguet, pareil, un buteur hors pair. Thierry Henry est un buteur hors pair qui commence à briller à Arsenal. On a une équipe, en fait, on a un peu une dream team qui répond aux attentes, mais qui fait face à une vraie adversité. C'est-à-dire qu'on affronte des équipes qui, quand même, sur le papier, sont presque aussi fortes que nous. Et à chaque fois, c'est dans des scénarios incroyables. L'Espagne, on les bat 2 en quart. Le Portugal, en demi, on est mené 1-0 et on les bat 2-1 sur un penalty but en or à la 117e. Et après, à nouveau, pareil, l'Italie, bah, en finale, oui, comme tu le sais, on est mené 1-0. Ils commencent déjà, les Italiens, sur le bord du terrain à ouvrir le champagne. Et à la 94e, Wiltord égalise. Et ensuite, but en or de Trezeguet. Elle pourrait être en GOAT. Et dans ce cas-là, je mettrais Espagne 2012 en borderline et Brésil 2002 en borderline. Espagne 2012 est une nation extraordinaire. Pourquoi est-ce que pour moi, ils n'iraient pas en GOAT? Parce qu'en fait, ils bénéficient aussi d'un trou générationnel chez certaines grandes nations. C'est-à-dire que la France 2012, bah, ça fait suite à Naïsna où on est en reconstruction. Donc, quand ils nous éliminent en quart en 2012, bah, l'Espagne est archi favorite et c'est pas vraiment une surprise. Je me rappelle que ce qui fait débat en France à l'époque, c'est plus la manière et le non-jeu proposé par la France qui est retenu et qui cristallise un peu les tensions et les critiques envers les Bleus. Euh, Et après, le Brésil 2002, bah, le Brésil 2002, voilà, pareil, eux aussi, en fait, c'est une équipe qui est forte, qui est solide, c'est une vraie équipe, c'est le Brésil. En fait, c'est un Brésil qui, j'irais pas, et comme la France de 2018, c'est un Brésil où il y a beaucoup de grands joueurs. En fait, il y a toutes les stars. Voilà, toutes les stars dont on pense Ouais. au Brésil, elles sont là. C'est juste que, bah, en fait, il y a pareil, les adversaires rencontrés ne sont pas au niveau du Brésil. C'est-à-dire que en poule, je crois qu'ils affrontent la Turquie, la Chine et le Costa Rica. Après, c'est une phase de poule, donc voilà. Pour le coup, en poule, j'ai souvenir que la Turquie ils les bat 2-1, Costa Mhm. Rica ils les battent, je crois, 5-2 et 4-0 contre la Chine. Enfin voilà, donc c'est la logique est respectée, bravo. En huitième de finale, je sais plus qui ils affrontent. J'avoue, je sais pas. En quart, ils affrontent l'Angleterre qui battent seulement 2-1, mais avec une facilité beaucoup plus déconcertante que ce que le score pourrait laisser penser. Et après, en demi-finale, ils affrontent la Turquie qui battent 1-0. Et en fait, j'ai souvenir d'une équipe qui était solide, qui avait déjà un peu un jeu à l'européenne. C'était pas Joga Bonito. C'était une équipe qui était solide, qui était sûre de ses forces, qui était forte. C'était pas du Joga Bonito. Et encore par rapport à l'effectif qu'il y avait. Et en fait, après tellement ça, je me dis que s'il y a un GOAT qui a vraiment sa place, c'est l'Allemagne 2014 parce qu'eux, ils gagnent la Coupe du Monde. Alors la France 2000 en GOAT, alors qu'ils gagnent. Bon, c'est bien. Évidemment que l'euro est à un niveau qui est très très élevé avec de grandes nations, surtout en 2000. Mais l'Allemagne gagne une Coupe du Monde quand même. Dans le sens de GOAT, il y a quand même greatest of all time, en tout cas le greatest. Et greatest, tu vois, ça doit être sur la large scale possible. Et l'Allemagne a gagné la Coupe du Monde. Donc pour moi, on met France 2000, Espagne 2012 et Brésil 2002 en border GOAT et on met l'Allemagne 2014 en GOAT. Voilà. Ah ouais, ok. Ah d'accord, t'es comme ça. D'accord, ok.
Tu m'as complètement pris de contre-pied, mais tu m'as pris dans un contre-pied total. Parce que là, du coup, je m'attendais à faire un débat, parce que tu vois, j'ai déjà écrit Brésil 2002, parce que pour moi, c'était déjà en borderline GOAT, on était d'accord. Donc on était d'accord, parce que pour moi, le GOAT, pour moi, c'est l'Espagne 2012. Et donc je me disais, ah, on se dirige vers un débat Espagne 2012, France 2000. Et donc du coup, je mets le Brésil 2002, t'as tout dit. Le Brésil 2002, c'est incroyable, c'est pléthorique, avec que des stars. Mais vraiment que des stars, les plus grandes stars offensives surtout. Même si grand respect à Gilberto Silva qui justement était celui qui était l'héros de l'ombre, mais qui bouchait les trous derrière, avec quand même un Lucho intéressant, Edmilson aussi. Et le gardien, j'ai oublié son nom. Marcos. C'est pas Marcos? Ok. Je pense que c'est Marcos. Je crois que c'est Marcos. Mais en tous les cas, voilà, donc un Brésil qui en fait fait partie de la légende urbaine. Dans la légende urbaine, peut-être que le Brésil est au-dessus de tout le monde. Parce que t'as Ronaldinho, Rivaldo, Ronaldo. Donc pour moi, peut-être que ça fait partie effectivement de la légende urbaine, les meilleurs, le Joga Bonito, peut-être le dernier Joga Bonito, même si 2006, il y avait aussi les Adriano, il y avait les Robinho, il y avait Juninho, tu vois, donc il y avait encore ce côté, les 2002-2006, c'est la dernière génération peut-être ouais, de Brésiliens magiciens dans toutes les lignes de la tactique, de la composition. Maintenant, je mets en borderline GOAT en comparaison avec l'Espagne 2012. Et je pensais que c'est ça le débat, mais c'est pas grave. Parce que du coup, moi je suis ok. On met la France en 2000 en borderline GOAT. Ça me va aussi. C'est là où je l'ai mis. Parce que la France 2000, effectivement, rien à dire. Rien à dire. En fait, ils ont été champions. Ils ont prouvé, comme le PSG cette saison, ils ont prouvé qu'on peut le refaire en back-to-back. Dans un euro de qualité, avec un Zizou extraordinaire. C'est peut-être une des plus grandes versions de Zizou de l'histoire de la carrière de Zizou. C'est peut-être l'euro le plus extraordinaire, numéro 10, dans une compétition internationale, peu importe laquelle. Peut-être c'est le numéro 10 le plus fabuleux. Effectivement, tu as parlé du but en or, tu as parlé des prolongations, c'est incroyable en fait cette génération. Donc il y a rien à dire par rapport à ça. Et puis, c'est même pas avec le sélectionneur de 98, hein, non, c'est avec un autre. Non, C'est pas avec c'est Aimé Roger Jacquet. Le Maire à ce moment-là. Ouais, voilà, donc tu gagnes avec un autre coach qui a peut-être une autre philosophie, et malgré ça, la machine est tellement huilée que ça fonctionne en fait. Que ça fonctionne, donc du coup, je comprends vraiment l'argument. Alors du coup, si le débat est entre l'Espagne et l'Allemagne, en fait, moi ce qui met l'Espagne en GOAT, c'est beaucoup d'éléments. Déjà, effectivement, la France, c'est vrai, ils ont confirmé, mais l'Espagne a surconfirmé. L'Espagne a gagné en 2008. Ils étaient attendus en 2010, ils ont gagné. Et du coup, ils arrivent en 2012 avec la double pancarte de favoris et ils massacrent. Alors, peut-être des équipes un peu plus affaiblies, comme tu l'as dit justement, certaines, mais tu peux pas fracasser l'Italie 4-0. C'est pas possible en fait. Tu peux gagner, mais tu peux pas fracasser l'équipe 4-0. C'est quelle insolence ça. C'est quelle insolence, c'est quelle force, c'est quelle supériorité. Et puis, il y a le côté, effectivement, talent individuel, où tu as un entrejeu, mais de qualité. Tu as Fabregas, tu as Xavi, tu as Iniesta, tu as Busquets, tu as Xabi Alonso, tu as David Silva, je pense. C'est incroyable. Quel effectif, même l'Allemagne, quel effectif peut se targuer d'une telle qualité. Et puis, il y a l'héritage aussi où bah, tu as plein d'équipes qui ont voulu jouer comme l'Espagne par la suite. Sûrement qu'il y a des équipes qui ont voulu jouer comme l'Allemagne de manière plus froide, plus rouleau compresseur, mais c'est un peu ce côté de débat avec Michael Jordan et LeBron. Tout le monde ne peut pas jouer comme LeBron. Parce que LeBron, c'est un robot, cyborg, fait pour ce sport-là, et il n'y a que lui qui peut jouer comme lui. Stephen Curry, beaucoup de gens peuvent jouer comme lui, juste en shootant. Enfin, juste en shootant, on se comprend. Mais beaucoup d'enfants peuvent se dire, je veux être comme Steph Curry, et très peu peuvent se dire, je veux être comme LeBron, parce qu'en fait, tu ne peux pas être comme LeBron. Il est trop fort. Il est trop complet, c'est un robot, et je trouve que l'Allemagne a ce côté tellement robot, en tout cas 2014, a ce côté tellement robotique, que pour refaire ça, courage quoi. Il y a eu le Bayern de Jupp Heynckes peut-être, qui a réussi à donner ce côté de domination froide. Tu vois, on vient, on domine, on prend les trophées et on part. Mais l'Espagne, c'est le côté poétique qui va avec, et le côté tiki-taka, le côté fluide. Et j'ai l'impression que ouais, les autres nations ou les autres pays ont essayé de faire pareil. Certains ont réussi, d'autres pas.
Et donc, ouais, je crois que je mets l'Espagne en GOAT. Je peux entendre tes arguments. Je peux entendre tes arguments. En fait, j'ai la même réflexion, j'ai la même pensée, en tout cas vis-à-vis effectivement de cette Espagne qui, au niveau du jeu, est au-dessus de tout le monde. On est peut-être sur un des plus gros primes de l'histoire du football sur une nation, en tout cas sur cette période 2008-2012. À nouveau, la seule chose qui m'a fait mettre l'Allemagne, c'est uniquement le côté Coupe du Monde, parce que c'est un mondial et pas un euro. Voilà. Donc c'est juste sur ça que. Voilà. Mais au niveau du jeu, en tout cas, oui, je mets l'Espagne au-dessus. Donc voilà, c'est juste faut voir ce qui prend le dessus. Est-ce que c'est le large scale, tu vois, de Coupe du Monde, ou est-ce que voilà, on se restreint au niveau du jeu affiché dans une compétition, même si c'est que l'euro. Les deux me vont, les deux me vont. Ben, c'est sûr que si ça avait été, par exemple, la Copa América ou alors la CAN qui est, ou même la Coupe d'Asie. La Coupe d'Asie, Oui, c'est parce que le niveau il est faible. La CAN, c'est parce que c'est trop récurrent. Donc c'est pas aussi difficile qu'une Coupe du Monde tous les 4 ans. T'as 4 ans pour te préparer et te renforcer. La Coupe, enfin quoi, non l'Euro c'est bon, ben non c'est bon. Donc voilà. Donc ces deux compétitions-là sont un peu plus faciles. Maintenant l'Euro. Effectivement, ça peut sembler plus facile, surtout que c'était encore à l'époque de la version de phase de poule, les quarts de finale direct, je crois. il n'y avait pas de huitième, c'est l'euro à Ouais, 16 équipes. Ouais. ouais c'est ça. Donc ça peut jouer aussi, mais d'un autre côté, on peut se dire c'est les meilleures du coup nations qui sont là. Du coup, voilà, c'est un peu comme la Coupe du Monde à 48 pays aujourd'hui. On n'aurait pas le Curaçao sans manquer de respect ou l'Haïti. Voilà. Donc, non, je comprends, j'entends. Si on doit parler de big picture, comme on dit, je pense effectivement l'Allemagne. Je ne me souviens pas de leur parcours, par contre, mais bah, ils ont battu les meilleurs au monde. Mais je me souviens pas de leur parcours. Donc, je sais pas s'ils ont affronté des Sur grands quelle pays ou compétition? pas. Sur l'euro 2012? Bah, je me souviens du Brésil et Sur l'euro de la 2012? France, effectivement. Mais en huitième, je sais plus. En huitième, je sais plus en fait. En huitième, l'Allemagne. Oh, bonne question, bonne question. Je regarde. Ah bah, l'Algérie. Ah! Ouais? Attends. Allemagne, 2014. Mais même leur poule, tu vois, Et je me souviens. Allemagne-Algérie, avec le match incroyable de Raïs El Boulaya. Et leur Ah, poule, ils ont Ghana, Portugal et oui. États-Unis. Oui, 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 excellent, franchement, excellent. Magnifique, parfait. Ouais, effectivement, effectivement. Non, à ce niveau-là. Donc, du coup, ouais, effectivement. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'était pas mal. C'était pas mal comme parcours. Je dois être honnête. Écoute, je veux bien mettre l'Allemagne en GOAT. C'est juste ce côté d'héritage, enfin de ouais, ouais, d'héritage et de talent individuel pour moi qui me semble un petit cran en dessous de l'Espagne, quoi. Mais bon. Oui, oui, je peux comprendre. L'Espagne a vraiment révolutionné le football durant cette période, contrairement à l'Allemagne qui a gagné avec son jeu à elle, mais qui n'était pas un jeu qui a changé les mentalités après dans les années à venir. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est dans ce sens-là. Mais le mot te revient. Parce qu'il n'y a pas d'arbitre, donc on est que deux. Donc je te laisse trancher. Allemagne, Espagne, j'accepte les deux. Qui est-ce que tu mets? Allez, on met l'Espagne. On met l'Espagne. Avec un pistolet sous la tempe, notre bon Polo nous met l'Espagne 2012. En vrai de vrai, franchement, c'est ça qui est le plus dur dans ce truc-là, dans cette tier list, c'est que t'as vraiment deux, trois équipes qui se valent littéralement, quoi. Il y en a pas un. Il y a des différences qui sont tellement fines
que c'est compliqué de mettre un pays au-dessus de l'autre. T'as envie limite de mettre les deux juste côte à côte, quoi. Et l'Espagne et l'Allemagne, j'aurais bien voulu voir un match d'Espagne 2012, Allemagne 2014. Ça aurait été juste, pour ceux qui sont fans de NBA, ça aurait été du OKC Thunder contre les Spurs de Wemby, quoi. C'est, voilà, pour être dans l'air du temps. C'est deux grosses nations qui ont deux grosses forces, qui jouent pas du tout de la même manière, mais qui parviennent à rouler sur l'adversaire les deux. Et je pense que ce côté-là, à la limite, la France 2000 avait un peu de ça. Parce qu'au niveau talent individuel, la France, attention, 2000 c'est pas de la blague. Brésil 2002, moi, il y a plus ce côté fantastique, mais fantastique juste sur un temps, quoi. C'est le trio, c'est surtout le trio, en fait. J'ai l'impression, sauf que c'est un sacré trio, quoi. Si on faisait une tier list de trio d'attaquants de Coupe du Monde ou de nations, je pense que voilà, là, on aurait clairement mis le Brésil 2002 en tête. Mais pour le reste, je pense que ouais, l'Allemagne et l'Espagne sont au-dessus. Et donc, ça clôture un peu ce tableau de tier list. Satisfait, Polo, ou il y a un petit regret? Non, satisfait. Satisfait parce que, pour le coup, peut-être que certains noms de catégories sont durs par rapport à certaines nations qui sont juste en dessous, mais au final, je trouve que là, il n'y a pas une nation que je mettrais devant une autre par rapport à ce qu'on a fait justement là parmi ces 12 nations. Donc, non, c'est satisfait. Et toi? Oh, très satisfait, très d'accord. En fait, il y a des choses même que j'ai redécouvertes. C'est vrai que j'avais oublié, par exemple, le match de l'Allemagne contre l'Algérie et ce fameux match du gardien algérien qui a été phénoménal. Toute la compète. Et d'ailleurs, pour moi, la Coupe du Monde 2014, c'était vraiment la compète des gardiens. T'avais Ochoa qui avait fait un tournoi incroyable, Neuer qui avait été phénoménal, et peut-être que j'en oublie encore d'autres, mais ouais, bien sûr, c'était pour moi la compète des gardiens, et franchement, honnêtement, je suis bien aussi satisfait d'avoir pu mettre un peu les lettres de noblesse. Allez, toi et moi, on est d'une génération particulière. Ceux qui n'ont pas vu 2006 ne comprendront peut-être pas à quel point ça a été une compétition avec plein de stars et d'équipes intéressantes. L'Euro 2008 aussi. T'as vite fait parler de la Turquie 2002 qui aussi mérite son petit shout-out, comme on dit aux États-Unis. Donc vraiment, il y a eu des nations intéressantes, des underdogs aussi. Donc du coup, on a pu, je pense, mettre un peu tout le monde. Donc à ce niveau-là, top. Il y a plus qu'à regarder la Coupe du Monde maintenant. Donc voilà, le 11 juin. Rendez-vous devant vos télé, je crois que c'est Mexique, Afrique du Sud, je crois, le premier match. Exactement. Mexique, Afrique du Sud. À une heure encore respectable, je pense, par rapport à nous les Européens. Je regarde tout de suite. 21h. 21h. Et Voilà, ça va encore, c'est correct. C'est correct. En tout cas, voilà. Dites-nous en tout cas ce que vous en avez pensé de cette liste-là. N'hésitez pas vraiment à nous faire un commentaire. On a vu sur YouTube qu'il y avait un bon petit commentaire sur justement certains choix qui avaient été faits. C'est tout ce qu'on aime, c'est tout ce qu'on demande. Donc n'hésitez vraiment pas. Et à nos amis ivoiriens, j'en peux rien, j'y suis pour rien. C'est Polo. Voilà, c'est lui qui a dit. En tout cas, Polo, toujours un grand plaisir. On revient pour un prochain épisode, peut-être encore un truc un peu spécial, on verra bien. Et d'ici là, en tout cas, prends soin bien de toi et prenez soin de vous à vous tous et à bientôt.